Jules Ndiaye. Alors, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Jules Ndiaye, comment se porte la République centrafricaine aujourd'hui? À merveille. Alors, vous développez? Oui. Vous savez, quand on est parti d'un stade en 2003, avec toute la violence qui est arrivée, qui s'est installée en RCA, l'arrivée d'un groupe armé, la coalition des groupes armés de l'époque appelée Seleka, qui est venue, qui a renversé le régime du président Bozizé. S'est installée alors une insécurité généralisée. Il y a eu les citoyens, une révolte citoyenne, une organisation citoyenne en face appelée Anti-Balaka, oui, qui a créé un conflit je ne dirais pas interreligieux parce que c'était ça l'objectif, mais un conflit inter-centrafricain qui opposait les Anti-Balaka identifiés comme étant milices chrétiennes aux Seleka identifiés comme étant milices musulmanes. Oui. Donc vous avez compris, ce n'était qu'une de la pure manipulation, mais une transition est arrivée, on a travaillé ensemble avec les médias panafricains à ce que cette transition puisse atteindre sa feuille de route, ce qui fut fait. Et après, à l'atteinte de cette feuille de route, c'est soldé par une élection présidentielle organisée par cette transition et à la suite de laquelle le président Touadéra sera vainqueur. Alors, il a commencé donc les chantiers des réformes. Ces réformes n'ont pas été faciles. Ces réformes ont commencé d'abord par le vivre ensemble. Il fallait créer des conditions de vivre ensemble entre les Centrafricains. Et donc, sans moyens, le président Touadéra a commencé par unifier toutes les forces, tous les Centrafricains, y compris les groupes armés. Ceux-là même qui avaient pris des armes contre les institutions, les différentes fractions. Parce qu'il faut rappeler que ce conflit, le président Touadéra n'y est pour rien. Il a trouvé une situation. Cette situation s'est imposée à tout un peu. Oui. Il a pris le pouvoir. Il a commencé par essayer, dans un premier temps, d'apaiser les esprits. Il a essayé de rallier. Il a mis autour de lui Seleka et Anti-Balaka. Ensemble, ils ont formé une forme de coalition qui s'est soldée par des accords de Khartoum. Des accords de Khartoum qui ont consenti l'entrée au gouvernement de différentes fractions armées. Bien qu'étant élu démocratiquement, fervent partisan de la paix, il a accepté de gouverner avec les groupes armés. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, après son deuxième mandat, après avoir été élu, après une victoire écrasante, il a continué dans cet esprit de gouverner avec tous les Centrafricains. Et donc, aujourd'hui, après cette réforme-là, cette réforme des esprits, cette réforme qui consistait à remettre tous les Centrafricains autour d'un projet de société, autour d'une nouvelle république, peu importe, hein, vous voyez, hein, au sein du gouvernement de Touadéra, vous avez des Anti-Balaka, vous avez des Seleka, bon, des hommes politiques, ceux qui ont signé les accords de Khartoum, ils sont là. Voilà. Et après ça, il a engagé la réforme des systèmes de sécurité. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas d'armée. Donc, cela lui a pris beaucoup de temps. Et pour que cela se fasse, au vu des stratégies, des blocus qu'il y avait en face, il a fallu contourner, d'où la péréquation dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est alors que des accords bilatéraux vont être signés avec quelques États qui vont prêter main forte à la République centrafricaine, notamment la Russie, la Fédération de Russie et la République sœur du Rwanda. Et aussi, il y a d'autres États qui peut-être n'ont pas la même contribution que ces États, ces deux principaux alliés, mais il y a d'autres alliés. Il y a par exemple le Cameroun, tout à fait, qui aide, il y a la RDC qui est à son niveau. Donc, en tout cas, il y a une synergie qui va se mettre autour de la RCA et qui va porter ses fruits. Aujourd'hui, grâce à cette synergie, le président Touadéra, son gouvernement, a pu récupérer plus de 90% du territoire qui était occupé par les groupes armés. Vous voyez, donc c'est un bilan élogieux. Et à la suite de cela, le peuple a exigé déjà depuis 2015, aux sorties
des assises de Bangui en 2015 organisées par le gouvernement de transition de Catherine Samba Panza, je crois. Voilà, le peuple contestait déjà la constitution que lui avait imposée la France. Oui. Donc, mais Dame Catherine Samba Panza avait une feuille de route, avait trouvé un compromis avec la société civile centrafricaine qui consistait à laisser un gouvernement élu démocratiquement venir régler de ces questions-là. Oui. Et c'est pour cela que, à peine le président Touadéra a pris le pouvoir en 2016, que la société civile, le peuple centrafricain, avait déjà reposé la question de réécriture de la Constitution sur la table. Mais ce dernier leur avait fait savoir que la patate étant chaude, le pays étant dans une situation, la situation dans laquelle elle était, la priorité n'était pas la réécriture de la Constitution à ce moment-là. Oui. Il fallait engager tous ces chantiers qu'il a engagés. Et donc, 5 années après, il a été réélu pour un deuxième mandat. Et une fois de plus, le peuple est revenu à la charge. Et cette fois-ci, le président Touadéra s'est dit, écoutez, je vais donner au peuple ce qu'il veut. Mais je vais laisser le soin au peuple lui-même d'en décider. C'est pour cela qu'il avait opté pour la voie référendaire qui a abouti à la réécriture de la Constitution centrafricaine. Donc, c'est un ensemble de réformes que le président Touadéra a engagé depuis 2016 et qui se poursuivent. Donc, ça n'est nullement la volonté du président Touadéra de faire entorse au droit ou alors de vouloir s'imposer éternellement au pouvoir. C'est une volonté populaire. Et comme on le dit en démocratie, le peuple souverain reste le roi. Vox Populis, Vox Dei. Eh bien, le président Touadéra est là et vous avez entamé à ses côtés, en tout cas, il a entamé plusieurs démarches aujourd'hui visant à donner une certaine liberté de choix dans le partenariat. Et là, c'est économique. Quand vous avez bougé tous ces derniers temps, Jules Ndiaoui, dites-nous en un peu plus. Vous êtes allé un peu partout, lever des fonds, chercher des partenaires, etc. Où en est-on aujourd'hui? Donc, il s'est passé quelque chose. Les faits historiques sont assez importants. Oui. En 2020, il y a eu une élection présidentielle, décembre 2020. À la veille, le gouvernement Touadéra reçoit beaucoup de menaces. Des menaces venant de la France paternaliste, qui demandait, en d'autres termes, au président soit de ne pas y organiser les élections ou alors de ne pas se présenter. Parce que cette France paternaliste avait déjà vu en lui la capacité à inverser les choses, la capacité à donner une véritable autonomie au peuple centrafricain. La capacité à pouvoir changer le paradigme de ce qui est imposé à la RCA depuis 70 ans. Et donc, cette France paternaliste avait déjà perçu en la personne du président Touadéra un danger à leurs intérêts. Mais le président Touadéra va rester droit dans ses bottes. Il va organiser les élections. Et vous allez voir que le processus va être attaqué par une rébellion. Une rébellion structurée ayant à sa tête le général François Bozizé, ancien chef d'État, revenu en RCA en toute clandestinité, malgré un mandat d'arrêt international des Nations Unies. Lorsque le président Touadéra va constater que la rébellion est dans Bangui, à 800 mètres de sa résidence, il va être contraint, il va être dans l'obligation d'activer des accords militaires bilatéraux qui vont permettre l'arrivée des alliés qui vont combattre cette rébellion et va détruire cette rébellion-là. Bozé va s'enfuir, va s'exiler au Tchad, et le président Touadéra va récupérer son pouvoir. Les institutions vont rester saines et protégées. Et donc, à la suite de cette étape, de cette épreuve, la France paternaliste va décider de sanctionner le président Touadéra en lui retirant tous les appuis, tous les accompagnements économico-financiers
dont le pays avait besoin pour reprendre du souffle. C'était une forme d'asphyxie qui se structurait contre le régime du quanticien de Bangui. Et donc, très rapidement, le président Touadéra va comprendre les risques qui sont encourus. Il va redynamiser sa diplomatie économique. Il va mettre ses éléments, ses lieutenants, il va les jeter dans l'arène mondiale. Vous allez voir que la ministre des Affaires étrangères, j'ai nommé Madame Baipo, voilà, va commencer des tournées en permanence. Des tournées, elle va faire des tournées, elle va multiplier des tournées. Elle va être sur les fronts diplomatiques, politico-diplomatiques, notamment sur les questions de levée d'embargo. Oui, on y reviendra d'ailleurs. Voilà, sur le front des questions de réconciliation en Angola, sur le front économique avec la CEAC, elle va se mettre au travail, elle va doubler d'ardeur au travail. Vous allez constater que le Premier ministre, lui-même, M. Félix Moloua, ancien, qui cumule d'ailleurs le poste de Premier ministre et de ministre de l'économie, va multiplier des rencontres avec des bailleurs de fonds. Il va se jeter à l'eau. Le président va l'envoyer en mission. Il va se jeter à l'eau. Hein? Vous allez constater que la cellule des investissements stratégiques, pilotée par le ministre Bida, va envahir tout le Moyen-Orient, hein, de la Turquie à Abu Dhabi, en passant par Riyad. C'est-à-dire, le président Touadéra va jeter ses lieutenants dans l'arène. Son cabinet présidentiel va être mis à contribution. Oui. Et donc, cela va permettre de juguler la crise planifiée. D'ailleurs, ils en sont à se demander comment est-ce que ce régime fait pour payer les salaires, pour tenir jusqu'à ce jour. Hein? Il va arriver dans le gouvernement un jeune ministre des Finances que le président, parce que vous savez, le président Touadéra, il fait confiance à la jeunesse. Tous les noms que je vous cite là, c'est des jeunes qui ont entre 30, 40, il n'y a pas plus de 50 ans parmi. Hein? Ces lieutenants, ils travaillent essentiellement beaucoup plus avec la jeunesse. La jeunesse des jeunes loups. Il les a versés dehors. Il les a mis, à l'étrier. Il les a donné les moyens d'aller conquérir le monde, d'aller vendre la RCA, d'aller promouvoir les atouts économiques de la RCA. Et ces jeunes vont se mettre au travail. Le ministre des Finances va, d'ailleurs, pour la première fois de l'histoire de la RCA, lever des emprunts obligataires sur la place de la CENAC. Vous voyez, donc le ministre des Finances, j'ai nommé M. Erwin Doba, va rapidement prendre la mesure des risques qui visent le pays, et une stratégie pilotée par le président Touadéra va être mise sur pied qui va permettre de chuter sur des solutions alternatives qui permettent aujourd'hui au pays, peut-être pas encore de respirer à grand souffle, mais d'éviter l'asphyxie. Et donc, c'est pour dire que le combat continue. Et les peuples africains doivent prêter main forte à cette approche. Le président Touadéra a besoin de ce que tous les dirigeants panafricanistes, d'ailleurs, tout bon Africain doit être un bon panafricaniste, lui prête main forte. Parce que, vous savez, la RCA, c'est le cœur de l'Afrique. C'est le centre de l'Afrique. La chute de la RCA va créer une métastase. Et cette métastase va gangréner le reste de l'Afrique. Il est important qu'il y ait une véritable solidarité, une véritable chaîne de solidarité panafricaine autour de ce pays-là pour éviter la métastase. Alors, vous avez cité quelques ministres et je voudrais en citer un. Le ministre Gwandjika, ces derniers temps-ci, il y a une polémique autour du ministre. On l'accuse d'avoir lancé un appel au génocide, Jules Diawé. Alors, qu'en est-il? Mais vous savez, lorsque l'adversaire est dos au mur et qu'il n'a plus d'arguments, il devient bête. Nos adversaires et ceux qui les financent et les soutiennent deviennent bêtes. Le ministre Gwandjika, c'est un monsieur âgé. C'est un monsieur, on l'appelle le patriarche. Ce monsieur-là a survécu à toutes les multiples crises que ce pays a connues.
Et c'est un monsieur qui est, en d'autres termes, considéré comme un guide. C'est un grand penseur. Ce ministre a simplement dit ceci. Aujourd'hui, on veut imposer un dialogue à un peuple. Depuis des années, il y a eu des dialogues sans suite. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue. Et puisque une certaine communauté internationale, pilotée par un certain néocolonialisme, envisage de nouveau de semer au chaos en Centrafrique, en venant chasser Touadéra, puisque certains leaders des groupes armés ont donné jusqu'en décembre au président Touadéra de le faire bouter ou alors de l'assassiner, et M. Ngouandjika a dit ça va être un génocide. Parce que le peuple souverain ne se laissera pas, une fois de plus, assassiner. Et donc, ces propos ont été transformés, récupérés. On a voulu instrumentaliser ces propos contre lui pour chuter sur un procès pour planification de génocide. Vous savez, le disque, on a fini par le connaître. On a fini par le connaître. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, la victime s'est retrouvée à La Haye. Voilà. Oui. Quelqu'un a été attaqué, bombardé, sa famille martyrisée et tuée, mais et c'est le même schéma qu'on essaie de planifier une fois de plus en Centrafrique. Mais croyez-moi que entre les paroles et les actes, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui sont plus illustratifs? Jusqu'ici, le ministre Ngouandjika n'a jamais pris une arme contre le peuple centrafricain. Jamais. Jusqu'ici, ceux qui ont toujours pris les armes contre les institutions, on les connaît. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui accusent le guide Ngouandjika de génocidaire. Vous voyez? Donc, c'est la charité qui se moque de l'Église. Alors, Jules Diawé, il y a aussi, vous parliez du dialogue, la représentante des Nations Unies en République centrafricaine semble très favorable et conseille même le président Touadéra d'aller vers un nouveau dialogue avec les groupes armés. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut bien expliquer les choses. Oui. La représentante, je ne suis pas sûr qu'elle-même, de sa propre volonté, voudrait qu'il y ait ce dialogue. Mais puisqu'elle est représentante des Nations Unies, et que la France qui contrôle le Conseil de sécurité, qui contrôle l'appareil onusien, la France, et cette même France qui a toujours soutenu les groupes armés en Centrafrique, essaye d'imposer un dialogue pour permettre aux opposants politiques et aux opposants armés de renaître de leurs cendres. Puisque la dernière consultation populaire, j'ai nommé le référendum, a tué l'existence de tous ces pseudo-politicards. Je ne dirais, pour ne pas dire politiquants, j'ai nommé les Anissé Boguele, les Ziguele, hein, le putschiste sanguinaire Mbolingumba, un assassin, voilà, les Tiangai, hein, ils ont été défaits par la volonté du peuple. Ils ont été défaits, vous savez, la politique c'est des symboles. Hein. Le peuple a relevé le défi parce que le peuple a demandé la réécriture de la Constitution. Ces derniers se sont opposés et le peuple est sorti et allé voter à plus de 97%. Et je vous reviens. C'est une débâcle politique. Je vous reviens, Jules Diawé. Nous allons prendre rapidement le flash, c'est l'heure du flash, et on revient juste après pour la suite de vos analyses avant de repartir vers Général Diawara et Jonathan Batengini. On prend le flash et on revient juste après. C'est une avancée significative dans le secteur énergétique en Afrique centrale. Bangui s'est doté de la plus grande centrale solaire sur le continent africain.
La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 17 novembre 2023 par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'installation de ce joyau énergétique comprend une capacité de 25 MW qui fournira de l'électricité aux 250 000 habitants de la capitale centrafricaine. Et selon le président Touadéra, cette centrale solaire est un coup de pouce pour favoriser la relance économique et contribuer au développement durable. Le chef de l'État pense d'ailleurs que le lancement de la centrale témoigne de l'engagement de la République centrafricaine à diversifier ses sources de production d'électricité. Son financement s'élève à hauteur de 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il faut noter que le besoin total de la RCA en énergie est estimé à 250 MW. Jusqu'ici, 90% d'énergie était produite par le gasoil. Cette nouvelle centrale solaire arrive donc à point nommé et permettra de générer plus de 4 millions de dollars par an à la Compagnie nationale d'électricité. Elle contribuera également à une réduction nette des émissions de 670 à 674 tonnes de CO2. Les forces armées maliennes ont découvert un amas d'ossements à Kidal. Ce charnier a été dévoilé le 16 novembre 2023 au cours des opérations de sécurisation menées par les FAMA dans le nord de cette commune et l'ont rendu public via un communiqué samedi dernier. Et selon l'armée malienne, ce charnier rappelle les atrocités commises par les terroristes sans foi ni loi. Une enquête est à présent ouverte afin de traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Rappelons que Kidal est une ville stratégique qui était contrôlée depuis 2014 par des groupes armés. Mais depuis le 14 novembre 2023, l'armée malienne a repris le contrôle de cette commune du pays. Une reconquête survenue après le départ des casques bleus de la mission onusienne du camp de Kidal. Le retrait de ces quelques 11 600 soldats et 1500 policiers qui étaient présents au Mali, initialement prévu le 31 octobre 2023, mais doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre, afin de restaurer la paix et la sécurité totale sur tout l'étendue du territoire malien. Les femmes poursuivent leur mission avec bravoure et détermination. Des vecteurs aériens du Liptako-Gourma ont effectué des frappes dans les camps des terroristes le 18 novembre dernier. Ces camps des rebelles étaient situés dans les localités du nord-ouest du Burkina Faso, aux zones frontalières au Niger et au Mali. L'armée aérienne de l'Alliance des États du Sahel a procédé par espionnage et le suivi des rebelles jusqu'à leur fief de ravitaillement avant d'entamer des frappes aériennes qui ont permis de neutraliser environ 500 terroristes. Ces frappes des forces du Liptako-Gourma entrent dans le cadre du processus de la récupération totale de leur territoire occupé par ces terroristes. En rappel, l'Alliance des États du Sahel est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre dernier. L'accord avait été signé dans le contexte du coup d'État qui avait eu lieu le 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Cette alliance a donc été créée pour s'entraider à contrer d'éventuelles menaces des groupes armés ou d'agressions extérieures. Depuis que cette alliance a été actée, ces forces armées ne cessent de braver dans la lutte contre le terrorisme dans les trois pays. Un combat que les troupes françaises ou encore la MINUSMA, qui était présente depuis des décennies, n'ont pas pu dompter, mais finançaient ces rebelles à contrario. Notons que des milliers de personnes ont péri dans les attaques terroristes au Sahel, engendrant également des millions de déplacés internes et externes. Mais après le départ de la MINUSMA et des forces françaises dans ces pays, l'armée locale ne cesse de monter en puissance pour rétablir la sécurité dans ces pays. Après des crimes qui sont toujours en cours à Gaza, plusieurs pays ont affiché leur position qui est de dénoncer ces actes orchestrés par Israël. L'Iran, qui avait affiché sa ferme position
depuis le début de ces actes criminels, appelle les autres pays islamiques qui ne l'ont pas encore suivi à rompre leurs liens avec l'État hébreu. L'appel a été lancé le 19 novembre 2023 par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Rappelons que depuis la reprise des hostilités à Gaza le 7 octobre dernier, l'Iran profère des menaces de son entrée en guerre pour soutenir la Palestine. Mais pour le moment, cette décision n'a pas encore été actée. Cet appel donc de boycotter Israël intervient quelques semaines après un autre appel à un embargo islamique sur le pétrole et les denrées alimentaires à l'encontre d'Israël. Il convient de noter tout de même que ce génocide à Gaza a déjà causé la mort de plus de 12 000 personnes, majoritairement des enfants. Voilà, c'était la tranche consacrée aux informations et vous vous êtes abreuvé aux sources de Pan-African Media. Cela nous ramène vers notre invité spécial, Jules Ndiaoué, de passage dans les studios de Pan-African Media. D'ailleurs, il faut bien le rappeler, peut-être on ne le dit pas assez, vous êtes également à la genèse de l'idée de la création de cette chaîne, aux côtés de Freedom Africa, parce qu'on n'évoque pas trop souvent ça, mais vous découvrirez tout cela en temps et en heure. Jules Ndiaoué, nous parlions donc de ce dialogue, en tout cas ce dialogue jusqu'ici voulu par les Nations Unies, et cela a été dit par sa représentante Anne Nercia, mais quel serait le contenu d'un tel dialogue quand on sait quand même que le président Touadéra a été élu? Il a fait passer le référendum par voie, il a fait adopter la nouvelle constitution par voie référendaire, c'est-à-dire que c'est encore une autre forme de légitimité, mais de quel dialogue parle-t-on donc? Oui, je disais tantôt que je suis sûr d'une chose, c'est que les propos de la représentante n'engagent pas la représentante. Elle n'a fait que dire ce qui lui a été demandé de dire. Parce qu'elle vit la Centrafrique. Elle vit la RCA, c'est une Africaine. Elle connaît la réalité. Elle sait que l'opposition centrafricaine est inexistante et que c'est une opposition d'incapables. Oui. Elle le sait. Elle sait que même militairement, si les groupes armés ne sont pas soutenus et appuyés de manière logistique par les néocolons, ils ne peuvent pas vaincre. Ils ne peuvent même pas faire 2 jours que les forces loyalistes centrafricaines, les nouvelles forces loyalistes centrafricaines, avec à leur tête le général Mamadou, vont défaire ces groupes armés-là. Donc, ils le savent. Mais elle qui vit en Centrafrique, elle connaît la réalité. Elle n'a fait que dire ce qui lui a été demandé de dire. Mais est-ce que l'ONU ne travaille pas sur la base des rapports que lui ramènent ces émissaires sur le terrain? Oui, mais c'est le gros problème aujourd'hui. Le gros problème que nous avons, c'est les réformes au niveau du système onusien. Vous voyez que ce problème aujourd'hui ne se pose plus que seulement en Afrique. Mais regardez au Moyen-Orient. Regardez en Asie. Regardez en Amérique latine. Il est temps que les Nations Unies qu'on réforme. L'appareil, le cercle de décision est resté cloîtré, cantonné entre un groupuscule d'amis. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, toutes les décisions au Conseil de sécurité qui concernent l'Afrique, vous avez la France qui influence ces décisions. Et donc, elle influence ces décisions en fonction de ses intérêts à elle. Elle n'influence jamais ces décisions en fonction des intérêts des peuples africains. Loin s'en faut, il ne faut pas se tromper. Et donc, c'est pour cela que le panafricanisme des temps nouveaux, celui que moi j'incarne, ce n'est pas un panafricanisme de va-t-en-guerre. C'est un panafricanisme qui consiste à remodeler un certain nombre de choses, à dénoncer, à chercher des solutions qu'il faut au cas par cas pour chaque situation. Et donc, pour revenir à la question qui est posée, je peux vous dire que la dame connaît très bien que le dialogue sera de nul et de sans effet. Dialoguer avec qui?
Et pourquoi? C'est ça la question. Dialoguer avec qui? On va dialoguer avec des gens qui ont pris des armes contre des institutions. On va dialoguer avec des gens qui ont signé un accord issu d'un dialogue à Khartoum et qui sont sortis de cet accord de manière volontaire pour aller rejoindre, pour aller créer des rébellions, qui ont tué le peuple pendant 3, 4, 5, 6 années et qui reviennent aujourd'hui au dialogue. Avec qui? Pourquoi? S'ils avaient décimé tous les Centrafricains, ils dialogueraient aujourd'hui avec qui? Point d'interrogation. Dialoguer avec des hommes politiques heureux, des hommes politiques comme M. Deleguele, qui prétend être de la fraction politique non armée, mais qui signe des alliances avec la fraction armée. Dialoguer avec eux, ça pose un problème d'éthique démocratique. Dialoguer avec qui? Mbolingumba, cerveau en maître de la rébellion qui a commis 30 000 morts en 2003. Dialoguer avec celui-là qui est vomi par le peuple. C'est-à-dire que quand le peuple vomit les leaders de la néocolonie, on les ramène dans l'arène politique par le mécanisme du dialogue. Mais non, le peuple n'en veut pas. Dialoguer avec qui? Nicolas Tchangaï, un incapable notoire, premier ministre d'une jeune militaire, il a été incapable de maîtriser les tueries à Bangui. Tu t'en étais premier ministre? Incapable, alors que toute la communauté, CEMAC et la communauté, CEAC lui avait donné les pleins pouvoirs de piloter une transition aux côtés du président Jotoja, du président Poutine. Il a été incapable. Il a été incapable. Les 30 000 morts se sont produits sous son magistère. Et vous voulez que le peuple dialogue avec eux? Non, c'est pas possible. Dialoguer avec qui? Le peuple a fait plus de 35 dialogues ces 30 dernières années. Et le peuple a trouvé la solution. C'était la réforme de la loi fondamentale. La réécriture de la loi fondamentale. Le dernier dialogue de Bangui, d'il y a à peine 2 ou 3 ans, avait dans ses conclusions exigé qu'il y ait une révision constitutionnelle. Une réécriture. Une réécriture. Oui. Une réécriture. Et donc, on ne peut pas insulter le peuple souverain en permanence. Ce peuple est conscient de ce qu'il n'y a plus de dialogue possible avec les groupes armés et les hommes politiques de mauvaise foi. Le dialogue de ce peuple se situe dorénavant dans les institutions. Ce peuple a voté la réécriture d'une constitution dont elle-même a validé les termes. C'est ça le dialogue. Dorénavant, vous voulez dialoguer, on dialogue autour de la Constitution. Que dit la Constitution? Justement, alors, Jules Diawé, nous abordons petit à petit la fin de cet échange et je voudrais quand même vous entendre sur le rapport Marchand. Vous vous souvenez de ce rapport qui accable les autorités et les institutions centrafricaines avec un chef de file, le président Touadéra, ce rapport qui présente quand même Touadéra comme quelqu'un qui veut s'accaparer le pouvoir avec une minorité de personnes. Jules Diawé. D'abord, c'est la preuve que Marchand, je ne sais pas, Marchand de la mort, ne connaît pas la RCA. S'il connaissait la RCA, s'il avait une connaissance sur la RCA, il ne se serait pas aventuré, il n'aurait pas commis la bêtise de se faire humilier, d'aller se faire humilier en écrivant sur la RCA. Quand on veut s'accaparer du pouvoir, on éradique toute contestation en face. En RCA, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en RCA. Le président Touadéra est un démocrate convaincu. Il n'a jamais arrêté quelqu'un pour ses opinions. Il n'a jamais arrêté quelqu'un pour ses convictions. Pas de journalistes emprisonnés en Centrafrique. Pas d'opposants emprisonnés. Dans les prisons centrafricaines, vous ne trouvez que des délinquants, des bandits et des braqueurs et ceux des rebelles dont on a pu mettre la main, sur qui on a pu mettre la main. C'est eux que vous trouvez dans les cellules centrafricaines. Voilà. Donc, de là à dire qu'il y a une réelle volonté à vouloir s'accaparer du pouvoir pour s'éterniser au pouvoir, c'est des incongruités.
on ne saurait en apporter des preuves. D'ailleurs, le rapport est plat. J'ai à peine commencé à le lire que j'ai fermé la page. Et je l'ai balancé. Ça, c'était un rapport des services de renseignement français qui planifie déjà une nouvelle déstabilisation de la RCA. Souvenez-vous que le même marchand, en 2013, quand il a commis, non, en 2012, il a commis un rapport sur la RCA en 2012. 5 mois après, il y a eu un coup d'État, il y a eu l'arrivée des groupes armés en Centrafrique. Donc, vous pouvez comprendre que c'est le porte-parole. C'est l'oiseau porte-malheur de la RCA. Chaque fois qu'il prend la parole sur la RCA, il y a un malheur qui s'ensuit. Donc, vous pouvez comprendre que des gens comme ça. Désormais, vous êtes quand même avisé. Et donc, j'imagine que le président et les institutions ont des dispositions. Le peuple a décidé de briser le fameux cycle de 10 années. Oui. Déstabilisation et coup d'État tous les 10 années. Le dernier coup d'État, le dernier coup de force, date de 2013. Et vous comprenez pourquoi les forces du mal s'activent en ce moment pour renverser le régime de Bangui avant le 31 décembre 2023. Pour respecter le fameux cycle diabolique des 10 années. Mais les mesures sont prises. Malheureusement, aujourd'hui, en face, ils ont affaire à l'archange. Vous savez, dans la divinité, bibliquement parlant, quand Dieu vous envoie l'archange, c'est qui l'archange? Pour ceux qui lisent la Bible, l'archange, c'est l'ange de combat. C'est l'ange de combat. Je vous ai toujours dit que par le passé, Dieu avait envoyé Ange Félix Patassé pour soutenir son peuple. Les forces diaboliques ont eu raison de lui. L'ange n'a pas pu. Et cette fois-ci, le président a envoyé l'archange. C'est le combattant. Le bon Dieu a envoyé l'archange. C'est le combattant. Et donc, l'archange va briser le cycle diabolique des 10 années. C'est fini. Vous verrez, nous allons entrer en 2024, sans coup d'État. Et Touadéra sera toujours au pouvoir. Nous irons aux élections municipales sans coup d'État. Et Touadéra restera toujours au pouvoir. Et après, nous irons aux élections présidentielles. Si Dieu le voudra bien, Touadéra restera. Si Dieu ne le veut pas et estime que sa mission est achevée, Touadéra partira. Mais en attendant, le cycle diabolique de 10 années d'instabilité s'arrête. Il n'y aura plus de coup d'État en Centrafrique. Il n'y aura plus de prise de pouvoir par les armes. C'est fini. C'est terminé. L'archange a mis un terme à cette méthode diabolique. Et donc, ceux qui s'attendent toujours à boire le sang des Centrafricains tous les 10 ans auront honte. Cette fois-ci, il n'y aura plus de coup d'État. Pour finir, pour sortir de votre question, mon très cher frère, le quanticien de Bangui, il connaît très bien que cette question de dialogue est posée parce que la communauté internationale, notamment la France, essaye de créer une situation pour ne pas financer les élections municipales qui auront lieu en fin 2024. Et on a vu comme une sorte de rapprochement avec la France ces derniers temps-ci. Non, vous savez, lorsque l'adversaire constate que vous vous éloignez de lui, il applique la maxime de garder ses amis proches, mais ses ennemis encore plus proches. Voilà. Donc, donc, vous nous rassurez et vous rassurez tous les téléspectateurs de Pan-African Media que le président Touadéra sait où il va, malgré ces images de rapprochement qui sont en train de se... Le président Touadéra fait des rapprochements diplomatiques parce que le monde contemporain, le monde actuel est un vaste village qui nécessite que tout le monde soit ensemble. Mais ceci étant, il ne perd jamais de vue qu'il y a la France colonisatrice, la France des renversements de gouvernement qui, depuis 7 ans, essayent de lui faire un croc en jambe. Il n'en est pas con. Très bien. Mais pour des raisons purement stratégiques, purement méthodiques, purement diplomatiques, le président Touadéra se doit de déférer aux invitations de ses homologues français
Il se doit de discuter avec la France parce que la France reste un partenaire du Centrafrique. La France des peuples reste une France très attachée à la RCA. C'est la France politique. C'est la France néocoloniale. C'est la France paternaliste qui pose des problèmes dans les relations entre la RCA et la France. La France des peuples n'a aucun problème. Et croyez-moi, la France des peuples est majoritaire. La France des peuples est majoritaire. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, vous rassurer de ce que la France des peuples est au chevet du Centrafrique. La France des peuples soutient la politique du président Touadéra. C'est la France politique qui en a à travers la gorge. Parce que cette France politique reproche au président Touadéra d'avoir permis que la Russie revienne dans le précaré français. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est la France politique qui a mené des politiques qui permettaient à l'Afrique, au Centrafrique de se développer. Le Centrafrique ne serait pas allé chercher des partenaires ailleurs. Et donc, le peuple centrafricain n'a aucun problème avec le peuple français. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.